Restauration, après la Révolution et l'Empire, la France a son maximum civilisationnel, institutionnel. Ce maximum civilisationnel, ça implique une grosse redescente. Comme un peu un lendemain de bamboche, c'est compliqué. On a donc un retour de la monarchie, des petits aristocrates qui avaient eu peur, qui s'étaient chiés dans le slip, qui s'étaient exilés en Angleterre comme des salopes, de Louis XVIII, le gros roi Louis XVIII. Et pourtant, politiquement, ça change un petit peu, parce qu'on a quand même une monarchie constitutionnelle en fait, qui voit une sorte d'opposition donc entre des ultra-royalistes, qui seront après les légitimistes en fait, sous Louis-Philippe, et les gros libéraux, qui sont un peu proches, enfin, assez proches des acquis révolutionnaires, voilà, d'une flexibilisation, d'une ubérisation de la société finalement. Bon, en soi c'est pas mal de bourgeois. On peut aussi noter du coup les justes milieux un peu, plutôt sous Louis-Philippe. C'est un peu comme dans un cul en fait. Ce qu'il y a de meilleur, les justes milieux, ceux qui défendent donc Louis-Philippe. On va passer à l'étape d'après. Julien Sorel est absolument marqué par la figure de Napoléon. Il a donc la chance d'avoir pour souverain d'abord Louis XVIII, puis Charles X, puis Louis-Philippe. 3 souverains au charisme quasi inexistant. Le premier est gros, le deuxième est trop vieux, et très rigide, et le troisième c'est une poire, pas pratique. Et c'est déjà là un point central en fait. Le dirigeant, c'est perspectives pour la France. Au contraire de Napoléon qui avait des belles perspectives, avait des envies, il avait des projets. Louis XVIII, ce n'est pas le cas. Et en plus, c'est la première période donc, de paix aussi. C'est un peu triste. Enfin, les petits jeunes, ils voulaient un peu se battre. L'ouragan. Ils avaient envie de taper des Anglais surtout quand même. C'est important. C'est bon pour le moral. Quand on est français. Particulièrement Louis XVIII, qui n'a fait que profiter des moves en fait chirurgicaux et précis de Talleyrand. Talleyrand qui nous sauve, voilà, au congrès de Vienne. Allez regarder mon autre vidéo. Louis XVIII avait lui-même fui en fait au retour de Napoléon, donc pendant les 100 jours. Il s'est quand même vraiment chié dessus. L'Empire, plus fort que jamais. Donc ces jeunes entrepreneurs là, mes petits Fabrice, mes petits Julien, ne rêvent vraiment que d'une chose, c'est combattre avec Napoléon. La fureur des champs de bataille retentira. Julien, c'est par la lecture, parce qu'il est un peu plus vieux. Fabrice, c'est vraiment par les faits, parce qu'il va aller à Waterloo, et ce sera une erreur. Il y aura vraiment en fait une fascination pour cette idole. Billy Idol, c'est ça alors. Qui est complète l'archétype, puisqu'on parle de Max Weber, j'arrive, de la domination charismatique, du chef charismatique. Culture moment. La domination charismatique selon Max Weber. Premier point, la reconnaissance par les dominés, née de l'abandon à la vénération en fait du chef. C'est donc la confiance dans le chef qui valide son pouvoir. Deuxième point, si la confirmation de la grâce tarde à venir, de la grâce charismatique, eh bien il peut être évincé très rapidement, puisqu'il ne prouve pas sa supériorité. Le groupement administratif, c'est-à-dire la direction administrative, elle est choisie par le chef, est composée d'êtres charismatiques, c'est-à-dire à la puissance, au pouvoir charismatique, comme moi. Vous comprenez? Quatrième point, il n'y a pas de concurrence. Il y a un seul chef. S'il y a un autre chef qui veut un peu s'imposer, il y aura combat. Et il y aura binarité. C'est-à-dire qu'il y aura l'un, ce sera la justice, l'autre l'injustice, un qui sera viré, un qui sera chef. C'est comme les lions, c'est comme les loups, c'est comme une meute. Il y a le mâle alpha et il y a les autres. Cinquième point, le charisme pur est étranger à l'économie rationnelle. En fait, il ne vit que par les mécénats, par le vol, et en fait, il ne vit pas pour l'économie rationnelle. Il ne vit pas pour le capitalisme. Sixième point, la domination, c'est la période de rupture révolutionnaire avec les anciennes traditions. C'est la née de la nécessité ou de l'enthousiasme qu'il peut y avoir, et ça signifie un changement de direction dans l'opinion et dans les faits. Pour en revenir à notre sujet, la scission qu'on observe donc avec la domination traditionnelle, on voit bien qu'il y a une rupture au moment de la Révolution contre les Bourbons et donc leur domination traditionnelle, pour reprendre les termes de Max Weber. Parce qu'ici, on est smart. On sait très bien que Julien Sorel, c'est une partie de Stendhal, c'est-à-dire celui qui n'a pas combattu sous les drapeaux. En effet, Stendhal, dans sa vingtaine, donc durant les guerres napoléoniennes, avait été envoyé à Milan, où en fait il a simplement profité des plaisirs de la vie italienne. Ça s'est mal passé. Finalement, une grande nostalgie va le toucher rétrospectivement parce qu'il a quand même raté les combats napoléoniens, c'est-à-dire 15 ans de guerre quasi perpétuelle contre toute l'Europe. C'est dommage, il n'a pas participé, il n'a pas fait l'histoire. J'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon pays. Et donc, évidemment, on retrouve ça, ces personnages. C'est Lucien Leuwen, c'est-à-dire que Lucien Leuwen, c'est Henri Bayle, enfin Stendhal, tel qu'il aurait voulu l'être. Mais justement, Lucien Leuwen, lui, n'a pas combattu non plus, parce que c'est sous Louis-Philippe, et il n'y a aucune guerre. Il se fait chier, à Nancy, où il va pécho des meufs. Logique. En tout cas, ces romantiques sont vraiment imprégnés d'un surromantisme impressionnant, puisque ils sont bien empreints de vitalité, du rêve de gloire, le désir est perpétuel, les sentiments sont exprimés, et c'est encore magnifié un petit peu par l'opposition, avec le gros Louis XVIII entre autres, qui est vraiment nous, c'est vraiment la décadence, c'est rien en fait. T'es qui? T'es rien. C'est la percée de l'individuation, pas de l'individualisme, qui est donc bien retranscrise dans la peinture romantique justement. Typiquement, c'est Le Voyageur sur une mer de nuages de Caspar David Friedrich, qui en est le parangon un petit peu de cette individuation. Voilà, on le voit seul face à cette mer de nuages, de dos en plus. C'est le romantisme par excellence, c'est la nature magnifiée
et l'individuation, l'être seul face à ses sentiments, face à ses ambitions. Mais la restauration, c'est bien sûr une période de flottement, donc une période qui peut permettre à certains de s'élever. Tout comme Julien Sorel, qui va réussir à passer par les habits rouges de militaire, les habits noirs de moine, d'ecclésiastique, ce qui va lui permettre, par ces deux choses qui normalement étaient réservées aux aristocrates, donc de s'élever un peu socialement. Alors bien sûr, j'ai présenté le romantisme comme conséquence des guerres napoléoniennes. Ce n'est pas entièrement vrai. Mais il y a une part de vérité, en tout cas en France. Cet aspect génération brisée a un peu de vrai, en tout cas pour les artistes typiquement comme Stendhal, mais dans les autres pays, on a aussi pu voir que l'influence de Napoléon est grande. Particulièrement en Allemagne, donc qui n'était pas encore l'Allemagne, mais tout un petit tas de royautés et de principautés, qui, sous l'action nationaliste et identitaire de certains, notamment écrivains, comme les frères Grimm ou Goethe, qui vont essayer de rassembler des mythes nordiques ou germaniques pour fédérer un peuple. C'est donc vraiment un sursaut identitaire et nationaliste qui va, par opposition à Napoléon, constituer une nation, une patrie, qui sera finalisée en fait par l'action de Bismarck après la guerre de 70 à Versailles. On peut aussi penser le romantisme comme une opposition en fait aux Lumières. Ces petits malins du siècle précédent ont quand même débouché en fait sur la Révolution. Ils ont quand même permis cela par certains écrits, par certaines pensées. Et donc, il y a évidemment des réactionnaires en réaction qui vont être étonnamment proches du mouvement romantique et étonnamment royalistes. Les romantiques, typiquement Walter Scott ou Chateaubriand, peignaient un Moyen-Âge complètement idéalisé, qu'ils voyaient comme un âge d'or, avec ces beaux chevaliers, l'amour courtois, les châteaux, les seigneurs, mais que c'était donc une vision de réactionnaire. On peut aussi noter que ça va créer ou faire se développer le nationalisme romantique, mouvement assez intéressant et complexe, hein, vraiment, tout comme les révolutionnaires romantiques, tout aussi bizarre et compliqué. La vidéo est terminée, les zouzous et zouzoupettes. On se revoit dans 2 semaines.